Je démarre, ok. 29 participants. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur le 22e épisode du webinaire CJ de Loop. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle année. Bonne année à tous. J'espère que vous avez fait passer de bonnes fêtes. D'ailleurs, c'est un peu loin maintenant. Mais voilà, je suis ici avec Cyril et on va passer un petit moment ensemble pour parler de pas mal de choses. Cyril, si tu peux passer sur le sommaire de la journée. Ouais. Alors, on va parler TVA et collecte bancaire aujourd'hui. Il y a eu pas mal de travaux. Il y a un besoin de réaligner un peu ce qu'on on a fait et ce sur quoi on travaille avec des rendez-vous plutôt proches pour arriver à cette promesse de l'automatisation de la TVA. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faites et Cyril va passer du temps pour nous parler de ça. Ensuite, moi, je vais repasser sur les chiffres de Loop pour vous montrer un peu la progression en chiffres sur ce qu'il y a sur Loop, la consommation, etc. Et ensuite, on va passer sur un écosystème, un point d'écosystème pour vous dire un peu où est-ce qu'on en est avec nos partenaires. Les derniers devs qui ont été faits, ceux qui sont sortis en bêta test, on en a quelques-uns qui sont sortis il n'y a pas plus loin que début de semaine. Donc voilà, donc on va passer un peu de temps ensemble. Comme à l'habitude, n'hésitez pas de poser vos questions sur le chat, on y répondra et du coup, faut surtout pas hésiter. Voilà, Cyril, à toi la parole. Bonjour à toutes et tous. Bon, je suis un peu en contre-jour là. Vous m'excuserez pour la qualité de l'image sur la caméra. Pas de Euh, souci. alors, je voulais vous faire un petit point parce qu'on vous parle depuis un certain temps de la saisie automatisée par la robot, de la TVA automatisée. Et donc, je me disais qu'en début de cette année, c'était pas mal de se faire un petit rappel et projection sur ce qui a été fait et le à venir. Donc, je passe par les fondamentaux. Je pense que ça fait pas de mal de se rappeler les compétences actuelles du robot, hein. Donc aujourd'hui, il comptabilise tout ce qui est facture de vente et facture d'achat. Donc sur la première partie de l'écran, je vous ai indiqué les moyens de collecte, hein. Donc aujourd'hui, on a pas mal de moyens de collecte, hein. Tout ce qui est accès SharePoint direct par le cabinet ou par le client. Il y a des Dropbox possibles, des API, des emails, de brancher un scanner. Enfin, on a tout un tas de moyens de collecte à travers des outils classiques. On a des applications partenaires également qui nous envoient un flux d'informations, qui nous envoient des documents tels que Libeo, Regate. Et puis, bien évidemment, vous avez les applications mobiles, celle de la classique, l'application mobile de Loop qui vous permet de faire des photos et l'application Cegidflow qui permet également d'envoyer des documents. Ça, c'est pour les compétences de collecte. Ensuite, vous avez bien évidemment la partie découpage des documents reçus. Donc, bon, on a les factures, on a les tickets de caisse. Le découpage, il peut être réalisé soit manuellement, soit automatiquement. Et vous avez un certain nombre de formats supportés par la reconnaissance qui sont le PDF, JPEG, PNG, enfin tout ce qui est format d'image classique. En rappel des compétences, en fait, hein, sur les éléments que le robot reconnaît et la généralisation des écritures effectuées derrière ça. Donc, on part bien évidemment du postulat qu'on travaille sur les factures d'achat et de vente. Le robot s'appuie sur le contexte et l'historique du dossier pour aller s'appuyer sur la prédiction d'écriture. C'est pas mal de se le rappeler parce que souvent on nous demande comment est-ce que la prédiction des comptes est faite, hein. Donc il y a plusieurs voies. Il y a une première voie où on a des algorithmes, un machine learning qui analyse tous les dossiers de Loop pour se faire déjà une opinion sur une proposition d'écriture et il challenge en fait cette proposition avec le contexte du dossier et son historique dans les écritures pour arriver au plus fin dans sa prédiction.
La reconnaissance des tiers sur les factures, dès lors qu'on a un SIRET, on interroge la base sirène qui nous renvoie toutes les informations liées aux tiers concernés, ce qui permet le remplissage automatique de la fiche. Il fait bien évidemment la prédiction des comptes généraux, il reconnaît la date de facture, la date d'échéance, la référence de facture, les taux de TVA et bases hors taxes qui sont reconnus sur le document, avec la spécification pour l'autoliquidation, intraco et sous-traitance. Et depuis quelques mois, on sait faire la distinction entre la TVA sur les débits ou les encaissements en fonction des éléments qu'on a sur la facture. Bien évidemment, tout ça est lié à la gestion de période. Donc, si toutefois une période liée à une facture n'était pas ouverte, le robot a capacité à ouvrir la période de l'exercice. Sur la partie établissement, on détecte l'établissement concerné si on en a une mention et on permet le choix de l'établissement au niveau du dossier par le collaborateur. Et également la partie reconnaissance des devises. Dès lors qu'on a trouvé une devise, on la convertit en euros selon le taux de change détecté. Donc là, on a un branchement pour la récupération des taux de change journaliers, ce qui nous permet de faire la conversion. Sur la partie analytique, vous avez possibilité à ventiler soit manuellement la section concernée sur le compte, ou si vous avez paramétré une section par défaut sur le compte, eh bien, elle est reprise dans son intégralité. Par contre, il ne fait pas de détection tout seul de quelle typologie de section analytique pourrait être liée à la facture. Il y a la détection des cut-offs, typiquement sur tout ce qui est à cheval entre deux exercices. Et puis ensuite, on récupère le mode de paiement à partir de ce qui est configuré sur le tiers et la partie doublon où on procède à la détection soit totale parce qu'on est totalement persuadé que c'est un doublon de facture vu que les similitudes entre les deux documents sont exactes. S'il y a une ressemblance, on parle de suspicion et dans ces cas-là, vous avez une petite alerte qui vous met en évidence la partie suspectée. Voilà, donc ça c'était simplement pour se remettre dans le contexte des éléments reconnus aujourd'hui par le robot pour la comptabilisation des achats et des ventes. On a travaillé une bonne partie de l'année dernière à le faire monter en compétences pour qu'il soit capable, notre robot, de générer des écritures bancaires à partir de relevés bancaires DSP2. Donc là, on commence à libérer cette partie. On a 2-3 cabinets en test qui ont accueilli ces fonctionnalités. On va l'ouvrir sur demande d'ici la fin février pour augmenter le nombre de cabinets pour avoir des retours avant qu'on puisse le libérer totalement en production. Donc en quoi ça consiste? Aujourd'hui, à partir de l'application Cegidflow, vous pouvez être en collecte bancaire DSP2 et donc tout le flux collecté de la DSP2 est capté par le robot. De la même manière qu'il le fait pour les achats et les ventes, eh ben, il a tout un tas de machine learning derrière qui va l'aider à faire de la prédiction sur la génération des écritures. Donc on rejoint les mêmes principes que pour les achats et les ventes. Donc il sait reconnaître des comptes généraux, il sait reconnaître les tiers. Aujourd'hui, pour vous donner une idée sur le nombre de dossiers qu'on a à travers des cabinets qui le recettent, on est de l'ordre à peu près de 70% de reconnaissance dès les débuts sur les comptes. L'intérêt également, c'est que ça assure le pointage bancaire entre le relevé reçu et l'écriture comptable générée. Donc, il n'y a plus de notion de pointage bancaire manuel à réaliser. Une autre fonctionnalité qui est bien pratique, c'est que dès lors qu'il reconnaît qu'une transaction paye une facture, alors par plusieurs éléments, il a la reconnaissance, il a le tiers, il a la référence, il a le montant. C'est ce qui lui donne un niveau de certitude. Donc dès qu'il voit qu'une transaction bancaire match
avec une facture, eh ben, il va faire le lettrage automatique sans solliciter le collaborateur sur ce cas d'usage. Et en cas d'échec, c'est-à-dire lorsqu'on ne sait pas rapprocher automatiquement une transaction bancaire avec un lot de facture, on les met à disposition dans une nouvelle interface. Donc vous aurez un nouveau menu dans le robot qui s'appelle Transaction en attente, où là on va présenter tout ce qu'on n'a pas réussi à faire en automatiquement pour que le travail puisse être terminé par le collaborateur en charge du dossier. Et dernier élément important, on a souvent été challengé sur le fait que dans Cegid-Loop, vous n'aviez pas de lettrage partiel au sens classique qu'on l'entend dans les autres produits de la gamme. Donc on a pris une orientation qui est de pouvoir vous permettre de constater un paiement partiel sur la facture. Donc vous n'aurez pas une notion des codes lettrage minuscules et ainsi de suite dans la comptabilité comme vous en avez l'habitude. Par contre, on a une table à côté qui va permettre de stocker l'information comme quoi la facture est payée partiellement par un règlement, qui elle-même derrière va nous servir pour l'alimentation de la déclaration de TVA. Donc on va dire que cette histoire de paiement partiel, elle est gérée de manière extra-comptable, mais elle nourrit la déclaration de TVA. Je voulais simplement vous montrer, pour vous projeter par rapport à ce que je vous dis là actuellement, à quoi ça ressemble cette petite histoire. Donc là, je suis sur la nouvelle interface de Loop, hein, dont on vous avait parlé la dernière fois, je crois, Reda, hein. On avait fait la démo. Oui, Ouais. c'est ça, on avait fait la dernière fois. J'étais pas là, mais Ah, t'étais pas là. Ouais, ouais, je mais te sollicite toi alors que t'étais absent, quoi. non, mais mon collègue avait fait une petite présentation. Ok. Voilà, donc là, vous êtes sur la partie dont je vous expliquais, c'est la partie transaction en attente. Donc ici, sur la partie gauche, vous avez toutes les écritures bancaires pour lesquelles on n'a pas su faire un rapprochement automatique avec un lot de facture. Et dès lors que vous sélectionnez une transaction, vous avez une proposition de facture sur la droite relative au tiers et par une sélection des factures. Dès lors qu'on arrive à l'équilibre, vous cliquez sur le bouton rapprocher et tout ça, ça a une action de déclencher le lettrage. Voilà ce que je voulais vous montrer rapidement. Donc, pour pouvoir avoir cette fonctionnalité en place, bon, je ne sais pas si la période fiscale est forcément la bienvenue pour vous permettre du temps à découvrir cette fonctionnalité, mais en tout cas, si vous avez l'envie de l'avoir à disposition, c'est possible d'ici la fin du mois de février. Il faudra contacter votre interlocuteur habituel Cegid, hein, que ce soit votre CSM ou un consultant direct, pour qu'on puisse vous la rendre active. On a une capacité à le rendre active sur le dossier. Donc on n'est pas obligé de l'activer pour l'ensemble des dossiers. Donc ça peut être un moyen plus limité pour vous de faire un test de cette fonctionnalité. L'ambition, d'une manière générale, c'est qu'on puisse livrer cette fonctionnalité à la sortie de la période fiscale pour l'ensemble des cabinets. Donc, on sortira de la version bêta. Et pendant cette période intermédiaire entre fin février et, on va dire, courant juin, on continue des améliorations d'enrichissement sur cette partie-là, hein, sur la partie captation des transactions bancaires et génération des écritures. Donc, le premier périmètre, c'était de l'adresser à travers la DSP2 via Cegid-Flow. Le second périmètre, ça va être de vous permettre, aujourd'hui vous faites de la collecte CFONB pour certains à partir de Je déclare ou Cegid relations bancaires. Ça va être de permettre de donner le flux au robot pour qu'il applique la même règle qu'il applique actuellement sur la DSP2, c'est-à-dire de comptabiliser automatiquement les écritures à partir du relevé bancaire. Donc ça, on fera la même logique. Dès lors qu'on va le sortir pour le mois de juin, on sera en version bêta pendant un mois ou deux, et puis après ce sera totalement ouvert, le temps qu'on ait suffisamment de retours pour s'assurer qu'on n'a pas créé de problématiques particulières dans l'expérience utilisateur. Dans la suite des évolutions sur
le rapprochement, là je vous ai montré qu'on pouvait faire un rapprochement d'un lot de facture avec une transaction depuis la vue liste. En fait, il y a une vue liste, donc je vais repasser dans l'application pour vous permettre de vous projeter. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une vue liste, hein, c'est-à-dire j'ai les transactions sur le côté et j'ai les factures relatives à ma sélection sur la partie droite. L'évolution qu'on aura pour l'été, c'est de dire si je rentre dans une transaction bancaire, ici vous voyez on a commencé, on a un petit onglet qui s'appelle rapprochement. Quand vous cliquerez sur la partie rapprochement, on vous présentera la liste des factures concernant ce tiers qui ne sont bien évidemment soit pas lettrés, soit non soldés. Donc ce sera une autre approche plus ciblée sur à l'intérieur de l'interface de travail, telle que vous avez l'habitude à travers les pièces en attente lorsque vous faites défiler d'une pièce à une autre. Et ben, on saura reproduire ce schéma de travail pour la partie des transactions bancaires. Si je continue sur la liste des évolutions qu'on vous proposera à l'été, lorsque vous allez faire une sélection d'une transaction bancaire avec un lot de factures, ben, il arrive parfois que l'écart soit différent de 0. Il peut être différent de 0 pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a un écart de règlement, c'est-à-dire que bah, l'entrepreneur a payé un peu plus ou un peu moins que la facture qui est présentée. Donc dans ces cas-là, on va vous permettre de le mentionner. On va vous faire une proposition, c'est-à-dire que nous, on va détecter que pour nous, c'est un écart mineur de règlement et on va vous demander une confirmation dans l'action de comptabilisation. On peut avoir aussi un cas qui s'explique par un écart, c'est si toutefois vous avez une remise sur carte bleue pour lesquelles des frais bancaires sont inclus dans le net qui est versé. Donc ça veut dire que le brut n'est pas présenté. Donc dans ces cas-là, c'est pareil, c'est un cas d'usage qui pourra être adressé avec ces outils pour solder les différences. Vous pouvez avoir un autre cas qui peut être un trop payé fournisseur ou un trop perçu client, ce qui peut arriver dans la vie d'entreprise. Dans ces cas-là, on vous permettra en automatique de le mentionner et nous, derrière, on va passer l'écriture qui va bien pour rétablir la situation et permettre le lettrage des éléments qui matchent ensemble. Et une autre fonction qui sera livrée à l'été, c'est de se dire bah, je me trouve sur une transaction bancaire. Malheureusement, sur ma partie droite, j'ai aucune facture dans ma comptabilité. C'est sans doute que mon client ne me l'a pas transmis. Donc à partir de cette transaction bancaire, vous aurez une possibilité de faire une mention de réclamation qui poussera une notification dans la discussion Teams qui est partagée avec l'entreprise. Un dernier point qui, je pense, va vous apporter un peu plus de visibilité. Je sais qu'aujourd'hui, certains d'entre vous qui utilisent la comptabilisation des achats et des ventes n'activent pas l'auto-validation par défaut, c'est-à-dire que les collaborateurs préfèrent regarder la proposition du robot avant de la comptabiliser. Ça a un effet négatif, cette pratique pour le robot, parce que dès lors que lui fait une proposition et qu'il a un niveau de certitude très fort sur sa proposition, il s'attend à ce que son écriture soit validée. Donc le fait qu'elle soit dans un sas de décompression au niveau collaborateur, bah, il se demande si sa prédiction elle est bonne en fait. Donc on attend toujours votre action de validation pour confirmer le choix qui a été fait. On veut pousser l'expérience à l'auto-validation, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus ce sas d'attente, entre guillemets, de contrôle du collaborateur. Et pour pouvoir activer cette fonctionnalité par défaut et ne pas vous perdre sur le fait de ne pas savoir exactement ce qui a été fait dans la comptabilité, on va créer une nouvelle interface en plus qui va nous permettre de lister toutes les écritures comptabilisées par le robot, donc que ce soit les achats, les ventes et la banque.
selon un indice de certitude de prédiction du robot, c'est-à-dire que vous aurez une notion de filtre pour pouvoir vérifier les écritures. Et bien évidemment, on va s'attacher à ne présenter que les écritures nouvelles sur la période en cours, pour lesquelles il n'y a pas eu de lettrage, parce que s'il y a eu un lettrage, c'est que ça a été vérifié par le collaborateur, et toutes celles qui sont hors scope d'une déclaration de TVA déjà effectuée, parce que pour le coup, on sait que les écritures ont été revues préalablement. Donc voilà, ça c'est les grandes orientations, enfin c'est plus que des orientations, parce qu'on est déjà en phase de développement sur pas mal de sujets qui nous arriveront d'ici l'été d'une manière généralisée pour la rentrée du mois de septembre. On peut peut-être faire une petite halte Reda, je ne sais pas s'il y a des questions qui arrivent entre-temps. Écoute, il y a des questions. Il y a une question qui était sur la collecte. Une information de Kevin nous dit que désormais la Box, qui est jusqu'au jour d'aujourd'hui était gratuite, aujourd'hui devient payante. Il faut souscrire à une offre pour les Box. D'accord. C'est un point intéressant. Il faudrait qu'on en parle avec notre partenaire pour voir bah, en fait est-ce que c'est pour tout ou juste pour Loop, donc on n'était pas au courant. Deuxième question qui était posée, c'est est-ce que la fonctionnalité que tu viens de présenter, Cyril, Ouais. est payante? Eh bien, figurez-vous qu'elle n'est pas payante, à part le principe de la collecte des relevés bancaires en DSP2. Donc là, vous avez une formule à travers Cegidflow qui est possible. C'est soit l'entreprise souscrit à l'offre avec tout un tas de fonctionnels qui lui sont mis à disposition sur l'application mobile Cegidflow, soit l'entreprise ne souscrit pas à l'offre et c'est le cabinet qui va payer les relevés bancaires concernés par l'entreprise. Donc ça, vous Ah, avez des offres bien distinctes et détaillées par nos équipes commerciales pour vous donner les tarifications. Moi, je ne suis pas tellement en maîtrise des tarifications. Je ne sais pas si c'est Reda, toi, tu peux ouais, c'est préciser. 1 euro par RIB lorsque le client ne l'utilise pas, la fonction DSP2. Et c'est 14 euros pour le client s'il utilise s'il utilise Flow, le client, donc c'est lui qui paye et puis c'est zéro pour vous. Après, comme l'a dit dans les évolutions Cyril, quand le robot sera branché avec les relevés bancaires qui descendent en mode CPhone B, donc que ça soit que ça soit par le déclare ou SFTP ou autre, bah, il n'y a pas de coût en fait, supplémentaire à l'utilisation de cette fonctionnalité puisque le robot va aller aussi analyser ces flux-là. Enfin, Voilà, pour donc te rendre- il y a pas de surcoût à l'évolution fonctionnelle en tant que telle. Par contre, il y a un coût pour la collecte des relevés bancaires DSP2. C'est ça, en cas d'utilisation de la DSP2. Euh, Il y a une question, j'essaie de la lire au mieux, mais je la lis texto et après on en reparle. Ces prédictions sont généralement en multitaux, sont fausses. Comment on fait? Car il les envoie directement. En gros, généralement, la personne, donc c'est anonyme, donc je ne sais pas qui c'est, mais si je comprends, c'est que le robot, lorsqu'il est face à un multitaux, c'est généralement faux. Et du coup, comme tu as dit de préconiser la validation automatique, bah, il l'envoie directement et l'écriture est fausse. D'accord. Selon- Et le selon- fait de faire la correction de l'écriture nourrit l'apprentissage du robot derrière. Donc, ce qui serait intéressant de savoir, c'est si les prédictions derrière sur le même tiers dans une même configuration sont justes. Bon, ce sera peut-être à creuser Exact. Donc pour c'est pouvoir répondre, quoi. ouais, voilà, c'est pour voir est-ce que c'est tout le temps faux. Là, il y a une alerte parce que du coup, en fait, il apprend pas malgré les corrections. Et si on les corrige sur les écritures, normalement, c'est toujours branché pour qu'il sache ce que vous avez fait sur l'écriture, sur la correction de l'écriture. Donc et ce, Cyril, même si c'est déposé c'est déjà en saisie, quoi, c'est déjà en compta.
Ouais, bien sûr. On Ouais. regarde la modification qui est faite. Voilà, ça c'était les quelques questions qu'il y a. Donc, anonyme encore, je ne sais pas si c'est le même, parce qu'ils sont tous anonymes. Euh, bonjour, en résumé, lettrage partiel à partir de février, si on est en DSP2, et juin, si on est en CFON B. Oui, donc à partir de fin février, pour qu'on puisse vous activer la version bêta. Donc, et en effet, d'une manière générale, c'est-à-dire généralisée à l'ensemble des cabinets à l'été. Voilà, il faut juste savoir que sur une version bêta, vous allez vivre en permanence les petites corrections, les petits ajustements qu'on fait dans le développement. C'est le principe d'une version bêta, hein, c'est qu'elle elle va vivre des petites nouveautés, des petites améliorations de manière récurrente. Donc il faut le faire en conscience. Je ne pense pas qu'il faille le généraliser à l'ensemble des dossiers, mais après, c'est un choix au niveau du cabinet. Bon, sachant que vous êtes en période fiscale, il ne faut pas forcément venir perturber la production des collaborateurs et apprendre un nouvel outil. Voilà, mais c'est exactement bien résumé. Oui, Anonyme a bien résumé. Il y a une question, donc il y a une demande de la présentation de Cegid-Flow. Ce que je propose à Kevin, c'est que le prochain webinaire, on pourra refaire un focus sur Cegid-Flow avec le jeu complet jusqu'au lettrage automatisé, sachant on a quelques confrères à vous qui ont déjà mis ça sur leur dossier. Ça va bout en bout, donc on essaiera de vous montrer ça au prochain webinaire. Si vous êtes pressé, n'hésitez pas à me le dire, on pourra organiser un petit call pour vous montrer tout ça. Une autre question, est-ce qu'il y a des améliorations qui sont prévues sur la prédiction du multi-compte de charge? Alors, oui. Alors déjà, il y a plusieurs choses. La première amélioration qui va arriver dans très peu de temps, on a fait un nouveau moteur de machine learning qui, lui, s'occupe d'aller faire la prédiction sur le 4e caractère du compte. Je vous donne un exemple, c'est qu'aujourd'hui, si on détecte qu'une facture est liée à un frais de déplacement, on va savoir prédire le compte 625. Par contre, si on doit rentrer dans un niveau de finesse de déclinaison du compte 625 qui serait le 625 100, 200, 700 et ainsi de suite, là on a un nouveau moteur qui va prendre le relais sur la prédiction du premier pour venir chercher le 4e compte pour être encore plus précis. Donc ça fait partie des améliorations sur lesquelles on a travaillé et qui seront livrées. Le moteur il sera livré le mois prochain, qui sera en production le mois prochain et pour tout le monde. Là, il n'y a pas de notion de version bêta ou quoi ou qu'est-ce. Ensuite, sur le multi-compte, c'est un peu plus compliqué de faire la prédiction multi-compte. Donc, ce qui existe dans Loop et qu'on n'a pas encore ouvert et qu'on va ouvrir pareil à la rentrée, c'est qu'on a une interface disponible qui permet d'aller faire une ventilation de compte à l'article en fait. Typiquement, ça répond un peu à des cas d'usage un peu complexes, style la facture métro, où là, vous avez des articles où il faut les imputer sur des comptes de charge pour les solides, les liquides. Enfin voilà, il y a toute une distinction de comptabilisation. Et donc ça, on a prévu de le mettre à disposition pour la rentrée. Et pareil, il va apprendre des corrections qui sont faites sur les cas d'usage. Les cas d'usage spécifiques liés à la facture. Donc la réponse est oui. Par contre, là, c'est un peu plus loin dans le temps pour qu'on soit suffisamment performant pour vous présenter des choses pertinentes, quoi. Une dernière question de Mélanie par rapport à PIA. Comment faire pour rectifier et ne pas contrôler chaque facture? Pour rectifier, ne pas contrôler sur. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, les factures qui sont comptabilisées automatiquement, si vous êtes en auto-validation,
elles partent directement se classer dans la comptabilité, dans les journaux qui vont bien, aux endroits qui vont bien. Donc c'est difficile pour vous d'avoir l'information sur qu'est-ce qui a été comptabilisé. Par contre, avec l'évolution qui est là en bas de page, cette histoire d'interface dédiée, justement, ce sera toujours au niveau du robot, à travers une nouvelle entrée, un nouveau menu. On va vous lister toutes les écritures bancaires générées par le robot pour que vous puissiez en avoir une visualisation, en fait. Donc on est à l'étape du entre-deux. Dès lors que vous aurez cette interface, vous pourrez activer la validation totale par défaut et vous pourrez être rassuré avec un accès rapide aux écritures générées à travers cette interface. Aujourd'hui, à part en comptabilité, si vous êtes en auto-validation, il faut regarder dans le journal des achats ou le journal de vente ce qui a été comptabilisé, qui n'est pas très pratique dans son usage, quoi. Et merci Cyril. Écoute, merci pour la présentation. Donc, beaucoup en fait, une grosse, mine de rien, livraison excusez-moi, une minute. Une grosse livraison sur février, en bêta. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir cette interface, faut pas hésiter soit à contacter le CSM, soit me contacter moi, faut pas hésiter hein, par tout moyen possible. Soit vous avez mon mail, si vous n'avez pas mon mail, je vais le mettre au niveau de la publication du chat global. Et enfin, à fin période fiscale, pour pas perturber la période fiscale, il y aura d'autres évolutions sur lesquelles vont se pencher les équipes de dev. Merci Cyril pour cette passe. J'ai une petite Euh, suite, Reda. J'ai une Ah petite oui, c'est suite. vrai, j'ai pas fini. Oui, c'est vrai, Oui, c'est vrai. mais T'as raison, oui, t'as mais raison. oui, mais oui. T'as raison, t'as raison. Excuse-moi, Cyril, Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je t'en prie. La suite de l'histoire, c'est que je voulais vous apporter aussi de la visibilité sur le remplissage, entre guillemets, de la déclaration de TVA. On a bien compris que l'objectif d'automatiser la saisie qu'on essaye de vous apporter, c'est que on veut de facto automatiser le remplissage de la déclaration de TVA à partir de ces éléments saisis. On a sorti un nouvel outil qui est lié à la préparation de la déclaration de TVA. Donc, c'est une nouvelle étape dans le cursus de la déclaration de TVA qui est là pour répondre à plusieurs ambitions. La première, ce sera de vous présenter la liste des factures liées à la période déclarative sur laquelle vous êtes, qui sont comptabilisées sur la même date, mais qui sont toujours dans l'interface de validation du robot. Donc ça vous permettra d'avoir un lien rapide et direct depuis un petit widget qui va bien et vous renvoyer sur l'interface de Pierre. Ensuite, vous avez un autre contrôle qui va vous permettre d'avoir la notion de TVA théorique et comptabilisée. Il a pour but de vérifier sur les factures de vente si la base hors taxe et le taux, enfin le montant lié au taux reconnu sur la facture sont les mêmes que le taux qui est appliqué sur le compte pour faire un croisement et essayer de vous aider à détecter s'il n'y a pas des erreurs de comptabilisation. Pour arriver à ça, il faut que vous renseigniez un taux de TVA lié à un compte de classe 7 pour qu'on arrive à faire le croisement sur les opérations de contrôle. Il vous servira d'ailleurs plus loin par la suite pour le cadrage du contrôle de TVA collecté. Une autre alerte est de vous dire, sur cette période déclarative, tu as des écritures en 471 qui sont toujours présentes. Potentiellement, ça peut avoir un impact sur la déclaration de TVA si derrière ce 471 se cache un règlement client ou fournisseur lié à l'encaissement. Donc là, c'est pareil, c'est des alertes pour vous aider. Je m'excuse. Un autre typologie d'alerte, c'est les tiers clients fournisseurs qui seraient soldés mais non lettrés. Ça, c'est pareil, c'est pour répondre à une problématique de TVA à l'encaissement, puisque c'est le lettrage. Lorsqu'on est à TVA à l'encaissement, c'est le lettrage qui va déclencher
la prise en compte dans la déclaration de TVA. Donc, c'est pas mal d'en être averti si toutefois le lettrage n'est pas réalisé sur le tiers concerné. Et une autre typologie d'alerte, c'est de vous dire attention, il y a des tiers fournisseurs débiteurs, des tiers clients créditeurs qui peuvent également avoir un impact. Potentiellement, il se peut qu'on n'ait pas la facture ou il peut y avoir d'autres raisons. Voilà, donc tout ça, c'est dans un souci pareil de contrôle avant de vous lancer dans votre déclaration de TVA pour vous donner le maximum de visibilité possible sur le dossier et sur la qualité, entre guillemets, des écritures présentes sur la période déclarative. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble ce petit tableau, ce petit tableau de bord. Alors, j'ai pas une exhaustivité totale hein, sur mon jeu de test, mais ça va quand même vous permettre de vous projeter à quoi ça va ressembler. Donc, dès lors que je vais créer une nouvelle déclaration de TVA, j'ai un nouveau menu qui s'appelle Préparation, que vous ne connaissiez pas par le passé, et qui, lui, ici, va vous renvoyer vers toutes les factures du robot qui ne sont pas validées, donc que ce soit les factures d'achat, les factures de vente en attente. Ici, c'est pour vous permettre de vous projeter un petit peu en fonction des périodes. Quel est votre niveau votre nombre de factures d'achat, votre nombre de factures de vente moyen sur une période pour vous dire, tiens, là je suis en janvier, j'ai pas beaucoup de factures par rapport à une période de février-mars. Donc c'est encore un moyen de se poser des questions sur est-ce que ma comptabilité est exhaustive ou pas. Ça vous donnera des orientations de réflexion. Ici, sur la partie écriture à contrôler, là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la notion de contrôle sur les écarts de TVA sur les écritures ou des comptes de classe 7 qui n'auraient pas de taux de TVA. Sur la partie lettrage, c'est ici qu'on va retrouver les soldes clients, fournisseurs, soldés, non lettrés, ou alors les tiers fournisseurs, débiteurs ou les tiers clients, créditeurs. Et puis pour vous aider à la prise de décision sur le remplissage de la déclaration qui est en train de se faire derrière. Ici, on vous a mis un raccourci direct pour avoir une connaissance de la trésorerie actuelle du dossier. Donc, si votre trésor n'est pas à jour, on a sécurisé en vous affichant la date connue de la dernière écriture passée dans votre dossier comptable. Et ici, on vous simule en fait l'écriture qu'on va s'apprêter à générer avec les éléments qui alimentent la déclaration. Donc là, vous serez à même de vous dire, là, sur mon compte bancaire, j'ai pas beaucoup d'argent. Potentiellement, la déclaration de TVA que je m'apprête à faire, il faut que mon entrepreneur paye 10 000 euros. Donc on a peut-être un souci avant de se lancer dans l'envoi du déclaratif. Ça permet d'alerter l'entreprise que du montant que vous allez télétransmettre par rapport au solde de trésorerie disponible. Voilà, donc ça c'est pour vous projeter un petit peu sur la lecture du PowerPoint que je vous faisais précédemment. Ça c'est pareil, c'est activable, ça existe déjà, c'est déjà en production. On a pas mal de premiers cabinets qui l'ont mis en place. Donc de la même manière, si vous voulez l'activer, le faire activer en avance de phase, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, ça ce sera généralisé à la sortie de l'APF à l'ensemble des cabinets. Je vous donne des dernières infos. Après, j'arrête parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup, mais j'avais envie de vous dire plein de choses pour vous projeter. Donc, Non, mais Cyril, j'essaye d'être complet. il y a beaucoup d'écoute et il y a quelques questions, donc Ok, t'es bien parti, vas-y, continue. super. Donc, sur les projections à venir, on a introduit un contrôle de TVA sur ce client à l'encaissement. On a retravaillé les justificatifs des états détails sur la partie déclarative. Là, on s'apprête à l'été, pareil, de vous livrer un cadrage périodique de TVA collecté. Donc ça, c'est le fameux contrôle de TVA qu'on opère avec les bases hors taxes sur solde client, le contrôle par rapport à la somme des déclarations de TVA pour mesurer les écarts.
Donc ça, vous avez déjà un peu l'existence de cet outil à travers la diligence du programme de travail. Je crois que c'est la H02 ou H020 de mémoire, pour vous permettre un peu de vous projeter sur à quoi ça va pouvoir ressembler, même si on a fait beaucoup d'évolutions pour améliorer ce qu'on propose actuellement. Et donc à chaque périodicité, que vous soyez mensuel, trimestriel ou annuel, vous aurez dans des petits onglets de la TVA, là, vous aurez la possibilité de regarder si le cadrage qu'on a fait pour vous, c'est-à-dire qu'on va reprendre tous les éléments du dossier pour pouvoir faire un cadrage automatique sur lequel vous pourrez intervenir si le cas échéant, il y a quelque chose d'incohérent, en fait, on va dire. Donc ça, c'est une première étape supplémentaire. Seconde étape supplémentaire, c'est la récap des déclarations de TVA. Donc ça va vous permettre de contrôler si la déclaration de TVA que vous êtes en train de faire avec les bases et les montants à déclarer, tout ça cumulé avec ce qu'on a déjà déclaré et ce qui reste à déclarer si on est cohérent. Un troisième contrôle qui est sur le seul fournisseur à l'encaissement. Donc on commence par la partie client parce que c'est elle qui a le plus d'impact sur la sécurisation de la TVA collectée et du chiffre d'affaires. Mais on saura le traiter également pour la partie encaissement fournisseur. On a un sujet autour de l'audit TVA automatique qu'on vous propose lorsque vous êtes en TVA automatisé. Selon certaines cases du CERFA qui sont remplies, on n'arrivait pas à générer une écriture comptable, on va dire, conforme. Donc tout ce qu'on n'arrivait pas à faire, on le mettait dans un compte 471. Donc là, on a repris tous les scénarios de comptabilisation et on s'assure que l'écriture qu'on va générer est bien le reflet de la déclaration de TVA et notamment des taxes annexes pour présenter une écriture comptable pour laquelle vous n'aurez plus besoin ou pas besoin de faire des retouches éventuellement sur certains scénarios. Voilà. Et un dernier point. Celui-là, j'ai mis à l'été, mais ça, c'est mon côté optimiste. Je pense qu'on sera plutôt sur la rentrée. C'est qu'on veut, dans ce petit tableau de préparation de TVA, dès lors que vous allez commencer à travailler et créer votre déclaration de TVA, vous allez être en préparation. Donc là, vous allez renseigner tout un tas d'éléments, corriger tous les contrôles qu'on vous présente pour que le dossier soit conforme à la réalité de la comptabilité. Ça, on va dire qu'on est le jour 1 où on se connecte au dossier avant la phase de TVA. Si vous revenez le lendemain dans le dossier et qu'un flux d'écriture via les achats, les ventes et la banque sont arrivés entre-temps, eh ben, votre tableau il aura bougé parce qu'on tient compte de manière temps réel de l'évolution des choses. Donc là, on va mettre une temporalisation entre les deux, où on va plutôt vous alerter quand vous allez revenir sur le dossier de tous les éléments potentiels qui sont arrivés depuis la dernière fois que vous êtes venu pour que vous puissiez les prendre en compte, mais sans vous les pousser de manière directe sur le travail que vous avez déjà effectué, parce que c'est assez perturbant de se dire j'avais mis mon dossier carré, j'étais prêt, et puis de retrouver des nouvelles valeurs sans en comprendre comment est-ce qu'elles sont arrivées là. Tout ça, on le fait pourquoi? On le fait parce que dès lors qu'on va avoir la facture électronique, en fait, tout cet héritage des flux va arriver de manière automatique dans vos dossiers. Et il faut que vous arriviez à avoir des éléments de contrôle et de compréhension par rapport à des travaux que vous initiez. Donc ça, on va l'introduire tout doucement. En fait, on a plusieurs étapes dans notre calendrier. On va commencer à introduire toute cette finesse au niveau de la déclaration pour que lorsqu'on sera à taux plein de la réforme, c'est-à-dire en 2026 sur la facturation électronique, qu'on ait vraiment tous les outils de sécurisation de la TVA et tous les outils de contrôle pour ne pas perdre le collaborateur sur des flux qui vont arriver, je dirais pas à son insu, parce que il faut bien que les flux arrivent pour nourrir le dossier, mais en tout cas, que vous ayez le plus d'outils possible pour en avoir la maîtrise.
Voilà ce que je voulais vous dire en ce début d'année pour vous permettre de voir un peu là tout ce sur quoi on a travaillé l'année dernière, mais qu'on n'a pas pu démontrer parce que c'est des chantiers qui seront longs. On est dans un temps long de développement et qu'on va pouvoir commencer à libérer en tout début d'année et milieu d'année pour cette partie-là. Voilà, Reda. Si on a des petites questions Euh, entre-temps qui sont oui, arrivées. il y a eu des questions entre-temps. Première question, c'est est-ce que nous sommes d'accord sur la comptabilisation automatique des écritures de banque via le robot en Cephone B sera optionnelle, comme ce qui avait été indiqué? En effet, nous voulons conserver les règles bancaires sur plusieurs gros dossiers. Ouais, en fait, il y a un débrayage possible, c'est-à-dire qu'au niveau du dossier, vous pourrez dire pour les opérations CFONB uniquement, vous pourrez dire je veux continuer à utiliser les règles manuelles que j'ai créées préalablement, ou alors je veux donner la comptabilisation au robot. Donc vous aurez une petite boîte à cocher qui vous permet d'indiquer le choix que vous allez opérer dossier par dossier. Merci Cyril. Deuxième question. Donc sur la date de la nouvelle interface, parce qu'il y a deux, trois questions, deux, trois personnes qui aimeraient bien avoir la date du déploiement de la nouvelle interface. Donc le choix qui a été pris, c'est que de ne pas perturber tout le monde en l'imposant, cette nouvelle interface. Elle sera disponible pour tout le monde, donc généralisée pour tout le monde après la période fiscale, en mai normalement. Par contre, les clients qui souhaitent l'avoir, mais qui est en version bêta, bien évidemment, donc il se peut qu'il y ait quelques petits ajustements au niveau des écrans. Eux, bah, on peut, sur demande, leur activer la nouvelle interface. On parle de celle-ci, Reda, parce que nouvelle interface, on en a Euh, beaucoup du coup, hein. Tu vois, on a le non, la nouvelle. dashboard, on a l'interface Pas, générale de Loop. moi, j'ai compris l'interface générale de Loop. Donc, D'accord, ok. est-ce que celle de la... Après, tu peux apporter une précision sur celle de la TVA. Oui, bah c'est pareil, celle de la TVA, elle est active. Le dashboard là, que vous avez à l'écran, il est d'ores et déjà pardon, actif sur certains cabinets, hein. Il y en a de plus en plus chez qui on l'a activé. Donc Donc, mais si c'est un souhait du cabinet, on peut l'activer dès maintenant en fait, hein. voilà, on peut l'activer dès maintenant. Et ça, ce dashboard-là, on compte le généraliser à partir de quand? C'est pareil, c'est à la sortie de la période fiscale en fait. À Ce la qu'on sortie veut de la période pas, fiscale. on veut pas livrer tout un tas de nouveautés pendant la PF et risquer de perturber l'organisation et l'adoption des produits, alors que, bon, on le sait très bien, et moi-même ayant été en cabinet, on est focus sur notre livrable de TDFC qui nous attend. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas le rendre actif tout de suite et de laisser le temps à chacun de s'organiser pour découvrir ces nouvelles fonctionnalités. Ok, merci. Et une dernière petite question. Dernière question, c'est l'interface encore. Donc ça parle de l'interface. Est-ce que je peux l'activer pour quelques dossiers uniquement? Non, c'est une fois Non, qu'elle est faite, elle est faite sur le cabinet complet. ouais. Voilà, on n'a pas la possibilité de la limiter sur certains dossiers. Et un point toujours anonyme. Les anonymes sont très bavards. Non, non, ils posent des bonnes questions. Ils ont raison. Je les vois avec leur masque anonyme. Donc, je trouve dommage de nous fournir toutes les évolutions sur la TVA, mais que le paramétrage de la TVA soit toujours à notre charge. Alors, qu'est-ce que vous entendez par le paramétrage de la TVA? Après, il y a un minimum qui doit être paramétré euh, par vous. C'est-à-dire que Euh, la configuration des taux de TVA et les comptes que vous voulez utiliser propres au dossier, on peut difficilement faire à votre place. à votre place. Ce qu'on a introduit pour les cabinets qui ont une règle de gestion commune à tous les dossiers, c'est que vous pouvez créer un modèle, un dossier modèle sur lequel vous allez stocker tous vos taux de TVA rattachés à tous les comptes qui vont bien.
qui est consommable par des dossiers qui s'y abonnent. Donc c'est le principe des dossiers modèles hein, pour lesquels on a déjà le programme de travail, il y a les journaux, enfin bref, il y a les comptes, il y a tout un tas de fonctionnels possibles. Donc c'est une façon de pouvoir aller plus vite dans le paramétrage, mais à condition que la configuration que vous faites au niveau cabinet soit un héritage possible par rapport à la structure des comptes dossier par dossier. Ça, c'est un moyen d'accélérer le processus. Encore faut-il que le plan de compte soit uniforme et dans chacun des dossiers concernés, quoi. Toujours sur la TVA, c'est pour rassurer Helmut, l'écriture de l'audit de TVA peut se faire sans effectuer la TVA automatique. Non, Aujourd'hui, non. Mais ça non, va. et demain non plus. Voilà, tous les accélérateurs, les automatismes sont liés à la TVA automatisée. On n'a pas de stratégie d'amélioration sur la TVA entre guillemets manuelle, qui finalement est un remplissage de CERFA sur la base pas forcément sur la base de la comptabilité, donc on n'a pas de pertinence à mettre du fonctionnel autour de ces outils. On est vraiment focus sur l'automatisation de la production. Parfait, on reviendra sur la dernière question à propos de la GI pour 2023. Puisqu'il me pose des questions sur la GI pour 2023. On y reviendra un peu plus tard si tu le veux bien, Cyril, sauf si tu veux. Ouais, pas de souci, pas de souci. Ouais, Ok. je fais une petite pause comme ça, je te laisse la Ouais, main. ouais. Tu me laisses un peu parler. Alors, je ne sais pas si c'est diffusé. Ouais, parfait. Alors, moi, je vais vous parler un peu de chiffres parce que c'est toujours bien de savoir comment évolue Loop et qu'est-ce qu'il y a eu depuis l'année dernière. Mais j'étais un peu plus loin. J'ai sorti quelques graphes pour vous montrer un peu l'évolution de la conso de Loop. Donc, si vous regardez un petit peu depuis 2021 et à 2022, il y a eu à peu près 20% d'augmentation de la consommation de dossiers, donc 20% de dossiers en plus, gérés intégralement dans Loop, donc actifs et desquels sortent des liasses. Et si vous regardez en termes d'utilisateurs, ça a augmenté au niveau des collabs. Et ça a augmenté au niveau des clients. À peu près, en tout, on a 10% de plus par rapport à l'année précédente. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. C'est cool, hein, une communauté plus grande. Et ça montre aussi hein, une certaine confiance et adoption de l'outil par rapport aux usages des collaborateurs. Si on va un petit peu plus loin, pour rentrer un peu plus dans le détail, si on regarde un peu, qui dit utilisation de l'outil, dit je sors des déclarations, parce que bon, c'est un outil de prod comptable me permettant de faire des déclarations. On a des grosses évolutions entre 2019 et 2020. Pourquoi? Parce que pour être très franc, on ne les avait pas, typiques. En 2019, la DAS 2, etc., etc. Bon, ça commençait tout juste, donc ça a augmenté d'un coup, et puis ensuite, ça va plutôt en stagnant, là, par rapport à l'augmentation des dossiers. Donc, on arrive à peu près un demi-million de télédéclarations faites sur 2022, soit une progression de à peu près 20%, un tout petit peu plus que 20% entre 2021 et 2022. Donc, c'est plutôt encourageant. Et puis, pour finir, un point qui est important aussi sur la progression, c'est le collaboratif. Le collaboratif, tout type de collaboratif confondu, coproduction, mais aussi consultation, espace d'échange, etc. On voit qu'avec l'arrivée de la Teamsification en 2022, on a une augmentation de la partie enfin en tout cas du nombre d'interlocuteurs créés dans vos cabinets. Et donc ça nous conforte, nous, dans le choix d'avoir pris Teams et d'avoir aussi retravaillé toute la partie invitation
de vos clients sur votre environnement à vous, ce qui n'était pas le cas avant et c'était un peu plus complexe. Donc les travaux qui ont été faits sur 2020, fin 2021, début 2022 pour pouvoir améliorer le partage, en tout cas de la partie consultation et ou la mise en place du collaboratif, bah, ça a payer puisque du coup vous êtes plus utilisateur et donc vous ouvrez plus facilement l'expérience collaborative à vos clients. Donc ben, merci, la communauté ne fait que grossir, donc ça c'est cool. Et du coup ça va amener d'autres ouvertures et donc d'autres chiffres. On fera un point d'étape après la période fiscale, toujours sur ces chiffres-là, pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe derrière. Petit point sur l'écosystème. L'écosystème Loop. Alors, en détail, on va voir à date, en prod, on va voir bah, les devis FAQ. Je pense que vous l'avez déjà utilisé pour certains, vous l'avez déjà mis en place. Du LexisNexis pour certains également opérationnel. L'IBO, c'était une question tout à l'heure. Je vais essayer de vous présenter un peu comment ça se passe parce que c'est déjà effectif et c'est déjà fonctionnel, c'est déjà déployé dans certains de vos confrères loupiens. Ils ont déjà mis en place l'IBO. Pléo également, Regat aussi, et les deux nouveaux, c'est Azopio et Conto. Azopio, outil de collecte de factures, parce qu'ils ont des collecteurs, parce qu'ils ont des outils pour pouvoir se brancher un peu à tout, et collecter des pièces pour pouvoir alimenter Loop. Ça permet aussi d'archiver, etc., pour vos clients, si vos clients l'ont. Et dernièrement, pas plus loin enfin, la mi-semaine, Conto est actif. Alors Conto, quand vous voyez Conto, vous voyez tout de suite la banque, mais à côté de la banque, il y a aussi la collecte de justif, ils ont un petit outil de facturation, etc., etc. Et en fait, c'est plutôt ça qu'on récupère. On ne récupère pas les flux bancaires via API, parce que les flux bancaires de Conto, on les récupère via la DSP2. Par contre, on récupère les pièces jointes qui sont elles-mêmes récupérées par Conto ou faites sur Conto. Donc ça, c'est effectif, c'est disponible. Ce qui est en bêta test, c'est Emasphere, bah, que vous connaissez, outil de restitution. Excusez-moi, je mets juste mon PC en charge pour ne pas vous quitter. Emasphere, outil de restitution, un Généo également, et Sechas, prévu sur Q1 2023 qui sont plutôt bien avancés. Ces chats, il reste quelques petits réglages pour avoir fait le webinaire dernièrement avec eux. Donc ça, c'est en cours. Également, ce qui est en cours de développement par les partenaires. Euh, il y en a beaucoup sur Q1 2023. Dext, on est en finalisation de bêta test avec eux. Il y a eu un qui a été reporté de la part du partenaire RCA. Ça a été reporté de leur côté puisque leur roadmap a évolué. Du coup, ils ont repoussé les devs à juin 2023. SoBank toujours prévu pour Q1. Use également, les devs ont démarré. Time en cours de bêta test. iPayDat prévu sur Q2. Et puis, on est en contact avec des nouveaux comme Axonote, Oxtam et Everwin qui sont plutôt au deuxième trimestre, voire au troisième trimestre. Là, ce que je voulais vous montrer aussi sur cette partie à- API, c'est deux, trois écrans que je vais partager avec vous et vous allez me Ouais, dire si... juste Reda, pendant que tu partages ton écran, je voulais apporter une précision sur les deux premiers partenaires qu'on affiche en production. Ils seront en production sur la prochaine release, en fait, hein, sur la prochaine mise en prod. Donc, vous jetez pas sur vos écrans pour regarder. Je suis pas persuadé qu'ils soient disponibles tout de suite. Et c'est Azopio et Conto là. Ah, d'accord, ok, oui, Ouais, ouais, oui. ouais. Donc voilà, mais ça arrive, c'est prêt, mais faut attendre la prochaine mise en prod en fait. Ok, je vais vous partager mon écran pour vous montrer un peu les travaux. Donc,
Alors, est-ce que voilà, vous voyez mon écran? Un écran noir, Reda. Écran noir, ok, super. Est-ce que si je partage, arrêtez ça, et je repartage ma fenêtre, bureau. Diffuser. Est-ce que là, vous avez la vue sur mon écran? Ouais, Ok, première on est chose, sur les API là. parfait. Première chose que je voulais vous partager, c'est cette partie-là. API développeur, bon, elle est destinée quand même aux développeurs. Si vous avez une fibre développeur, vous savez, si vous avez une fibre API, c'est assez intéressant de regarder. Donc il y a la documentation, mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire avec les API, tout ce qu'on peut extraire ou inversement, tout ce qu'on peut intégrer dans Loop. Avec à chaque fois, je clique sur poster une balance analytique, elle sort d'un certain ERP, d'un client qui a un ERP très très particulier. Je peux consommer cette API pour pouvoir pousser de la donnée directement dans Loop, etc., etc. Donc vous avez euh, pas mal de documentation qui est faite ici par rapport à tout ce que je peux faire, les limitations par rapport effectivement à ce que je ne peux pas faire, etc., etc. Donc ça, c'est spécifique à Loop. Bon, après, vous avez d'autres, mais globalement, ce qui doit vous intéresser, c'est Loop et ses partenaires. Ça peut être aussi intéressant si jamais vous avez un client qui aimerait bien, qui a un intégrateur, ou vous travaillez avec un intégrateur qui souhaiterait consommer ces API-là, bah, qu'il n'hésite pas. Il peut regarder la doc dans un premier temps et dans un deuxième temps, s'il est intéressé, vous le mettez en contact avec nous et puis on pourra lui mettre à disposition Manon qui pourrait effectivement échanger avec lui pour écrire le use case et ainsi définir un peu comment on va pouvoir fonctionner ensemble. Ouais, Deux- tu fais bien de le préciser, Reda, parce que c'est quand même assez technique hein, cette partie-là. C'est-à-dire que, enfin, moi, comptable, tout seul, je suis pas capable d'aller consommer des API, très clairement. Donc, il faut quand même une fibre de développement, où il faut un DSI au sein du cabinet, ou alors il faut en effet un partenaire qui vous accompagne. Hein. C'est quand même une démarche d'aller faire cet exercice. Hein. Exactement. Après, Cyril, peut-être que tu sous-estimes les experts comptables et les Non, collaborateurs d'aujourd'hui. je ne les sous-estime pas du tout, mais c'est quand même une démarche. Donc Exactement. voilà, Voilà. on sort du périmètre du métier de base. Hein. Donc C'est c'est vrai, pour ça. ouais, on sort du périmètre de TVA, de fiscalité, etc. Mais du coup, on rentre dans un périmètre qui peut-être demain sera un périmètre intégré dans le cabinet. Mais Ah, sans doute, effectivement, sans doute, sans doute. tu fais bien de préciser que ce n'est pas une documentation qui est abordable, même pour nous deux, c'est un peu, même pour Cyril et moi, c'est un peu complexe. Donc Oui. voilà, il faut que les gens s'y connaissent en manipulation de fichiers JSON, en base de données où il faut les stocker, etc. Donc voilà, sachez que voilà, ça existe. Il y a une démarche Cégide qui existe pour accompagner ceux qui s'y intéressent et ceux qui veulent aller plus loin, avec une personne dédiée qui ouvrira un environnement dédié, qui pourra échanger avec eux pour pouvoir sortir au mieux, répondre au mieux aux besoins de vos clients. Deuxième chose, c'est petit rappel, il y a une fiche technique qui vous permet en fait de savoir comment mettre en place activer des API au sein de votre cabinet et comment les rajouter au niveau des dossiers avec l'intégralité des nouvelles applications qui sont disponibles. Donc c'est juste un rappel pour vous dire que n'hésitez pas à aller sur le site d'aide, taper API, vous allez avoir le catalogue de comment je peux mettre en place des applications collaboratives associées au dossier client. Je vous la mettrai à disposition juste après. Et puis pour finir, moi je voulais vous montrer deux choses. La première chose, c'est, attendez, parce que j'étais ici. Ouais, la première chose, c'est, en fait, vous voyez beaucoup nos slides à chaque fois avec des nouveaux, des partenaires en bêta, en test, etc., etc. En fait, c'est pas des slides parce que quand je vous dis qu'on est en train de travailler avec Expensia, c'est que la première patte a déjà été mise dans Loop, c'est-à-dire qu'un accès un accès a été ouvert aux partenaires pour qu'ils puissent travailler en fait
et puis avancer de leur côté. Donc, il y a des choses qui sont vraiment en cours sur l'intégralité de tout ce que vous avez vu sur la slide, et ça sort petit à petit. Et comme vous avez dû le voir, on est assez dépendant de l'avancement des développements que font les partenaires, et puis on vous tient au courant à chaque mois de l'évolution de ces partenaires-là. Donc voilà, donc ça se représentera comme ça. Demain, j'ai envie de mettre My Company File sur ce dossier, je le sélectionne, je l'applique, etc., etc. Il y aura une application effectivement attachée à mon dossier. Donc ça, c'est la première chose, c'est bien pour vous illustrer que ça avance et que ça existe et qu'on a un environnement dédié pour ça et un accompagnement spécifique dédié pour ça. Deuxième chose, pour répondre à la personne qui voulait voir un peu comment ça se concrétise par rapport par exemple sur l'IBO. Typique, je suis sur l'IBO, outil de gestion de facture fournisseur qui me permet de payer, qui me permet de créer un workflow de validation à plusieurs étages sur la gestion de mon poste fournisseur et optimisation de mon BFR. Je peux, effectivement, j'ai l'arrivée des factures par X moyens possibles, ainsi que les flux bancaires, mais on va se concentrer sur les factures. Quand je fais, et ça c'est un peu le use case qui sera mis en place avec tous nos autres partenaires. C'est quand je vais en fait valider cette facture-là, instantanément sur Loop, je vais voir apparaître en fait la facture qui sera en cours de traitement directement ici. Elle vient de passer à l'instant. Elle est en cours de traitement, c'est instantané. Elle est ici et l'écriture va être présentée dans quelques instants. Enfin, vous connaissez le délai de PIA pour le traitement. Celle-là, je l'ai déposée juste avant. Elle est arrivée. Je sais qu'elle arrive de l'IBO. Je sais que c'est une facture d'achat. Ça a été déposé par cet utilisateur et je peux la traiter. Donc, quand je vais dans mon traitement en cours, voilà, le traitement en cours a été finalisé. Si je double-clique dessus, bah voilà, Financo avec une location, etc., etc. C'est écrit loyer ici. Est-ce que j'ai le date de début, date de fin du cut-off, date de loyer? Voilà, j'ai tout ce qu'il faut et je peux valider, comptabiliser. Donc ça c'est quelque chose de concret pour la partie API. Et dès que je valide, en fait, ça va aller de l'autre côté directement si je le souhaite. Donc ça, c'est concrètement comment ça se passe sur l'IBO et c'est concrètement comment ça va se passer sur Regat et c'est concrètement comment ça va se passer avec Conto, etc., Azopio, etc., etc. C'est instantané, ça arrive directement dans le robot et dans le robot, je vais valider une fois et puis petit à petit, si je le mets en validation automatique, ça va s'insérer dans ma comptabilité. Voilà ce sur quoi je voulais revenir à propos à propos de la partie écosystème. Je ne sais pas si vous avez des questions ou s'il y a des questions, Cyril, parce que je vois pas l'écran de mon côté. Ouais, alors je t'avouerai que j'écoutais ce que tu disais, j'ai pas regardé le fil des questions, c'est pas bien ça. Non, c'est très bien, ça veut dire que je t'ai absorbé Ouais, par bah ouais, je me disais, mais que ça a l'air pas mal cette application là, finalement là. Je savais pas que ça existait, Mais c'est non, ça? non, je suis pas au courant, moi. Euh, Alors, j'essaie de reprendre le fil par rapport où tu t'es arrêté. Donc, tu t'es été arrêté, question à part, des nouveautés pour la GI sont prévues pour 2023. Je crois que c'était ça le sujet hein, où tu t'es Oui, arrêté tout à c'était l'heure. ça. Oui, ça c'était pour revenir dessus, en fait, pour conclure avec ce sujet-là qui, je Ouais, pense, intéresse pas mal de personnes. ok, donc alors je vais pas être très explicite, hein, très volontairement, mais je vais quand même vous donner l'orientation. On travaille avec un éditeur partenaire exclusif à l'aventure Loop pour qu'on puisse vous proposer une gestion interne qu'on va démontrer au congrès de l'ordre à la rentrée, enfin au mois d'octobre, qui vient améliorer je dirais énormément l'expérience utilisateur. Ça va de la planification des ressources, ça va de la gestion de son agenda Outlook, ça va de la facturation, bien évidemment. Enfin voilà, le scope général de ce qu'on peut attendre d'une gestion interne, mais on est sorti du cadre de la GI où simplement on fait une lettre de mission et une facturation.
Là, on est vraiment en train d'essayer de vous apporter une expérience utilisateur maximale. Donc ça, j'en dis pas trop parce qu'il y a un effet d'annonce et de surprise derrière, bien évidemment. Mais il y a aussi un effet où on s'est donné jusqu'au mois de mai pour qu'on ait une certitude absolue de ce que je suis en train de vous annoncer. Je dirais que l'ordre du doute n'est pas permis, mais on veut quand même s'assurer qu'on va réussir à mener à bien cette intégration et cette distribution. On sera en capacité d'embarquer quelques cabinets pareil. On maximise hein, l'expérience de pilotage, de test. On va être sûr que les outils qu'on propose correspondent à vos besoins, qu'il n'y ait pas de bugs, qu'il n'y ait pas de choses comme ça. C'est pour ça qu'on fait de plus en plus de livrables sous forme de preview. C'est-à-dire qu'on ne diffuse pas à tout le monde, mais qu'on pilote avec certains pour s'assurer que l'expérience est bonne. Et ça, d'ici le mois de mai-juin, on veut embarquer quelques cabinets pour valider tout ce qu'on a imaginé et s'en assurer auprès du besoin client, même si on connaît quand même assez bien vos besoins, mais en tout cas en démonstration en temps réel avec des cabinets. Donc tout ça, dès que ça a bien avancé, Cegid fera une communication claire sur le sujet et on aura une démonstration complète sur le congrès pour derrière vous proposer cette solution. Voilà ce que je peux vous dire maintenant à l'heure qu'il est. Dès qu'on aura des avancées, je pense que d'ici 3 mois, on pourra refaire un point sur cette question. Il y a un autre sujet, Reda, où on nous demandait où en est-on du partenariat avec Expensia. Ben, j'ai envie de vous dire que ça a été arrêté par Expensia sur cette période. Donc, je ne sais pas si ça va reprendre ou pas reprendre. En tout cas, ça ne faisait plus partie des sujets prioritaires pour eux. Voilà, donc s'il y a plus de bande passante, sans doute que le sujet reviendra de leur part, mais pour l'instant, on n'a pas d'évolution à travers cette expérience et ce partenaire. Ouais. Ensuite, on nous demande de communiquer l'adresse de la page web pour les développeurs. Donc ça, c'est la page web API, tu sais que tu as présenté tout à l'heure, Reda. Donc il faudra la Je vais mettre la mettre en dans... publication, ouais, hop. Publier une annonce. Vous allez trouver ça dans l'annonce, la publication. Je vais vous mettre le site d'aide aussi, la fiche d'aide pour la mise en place. Voilà, normalement, vous avez Ah, dû la recevoir. voilà, ça c'est Isabelle qui nous demandait ça. Ensuite, on a une question de Claude qui dit où en est-on de la liaison avec la gestion co en mode SaaS? Ok, c'est Devifac Ah, avec Loop sur la liaison parce qu'aujourd'hui, le Devifac qui est utilisé pour Loop, c'est le Devifac qui doit être acheté en dehors du portail du cabinet aujourd'hui. Euh, Moi, de ce que je sais, c'est en cours pour pouvoir aussi brancher des Devifac qui existaient déjà sur Loop. Euh, donc je sais, c'est dans la côté roadmap, côté de VFAC, Cyril, comme tu les as un peu plus souvent maintenant, est-ce que alors j'ai pas de date exacte hein, parce que je t'avouerai que j'ai pas suivi ça de près ces derniers temps. En tout cas, ça fait bien partie de la roadmap, ça c'est sûr et certain. Par contre, là maintenant tout de suite, j'ai pas de capacité à vous donner une date sur un livrable. Et ce que je vous propose, c'est qu'au prochain point du mois prochain, on revient avec la réponse qui va bien pour vous donner un peu de visibilité sur ça. Et j'ai une dernière question de Katia qui demande est-ce qu'avec ces J de e-facture et autres, le module facturation natif de Loop va disparaître? Alors, c'est la cible en effet, hein. C'est-à-dire que avec l'arrivée de la réforme de la facture électronique, de toute façon, on n'envisage pas de faire évoluer notre module de facturation interne de Loop. La cible, c'est bien évidemment que ce soit Devis-Facture qui prenne cette partie, qui est un outil dédié pour la facturation, pensé pour la facturation. Le module de Loop était plutôt là en dépannage, on va dire, pour répondre à un besoin d'une époque. Il sera débrayé.
on n'a pas encore décidé de l'annoncer parce qu'on a des clients qui l'utilisent. Et pour les clients qui l'utilisent, il faut qu'on arrive à leur donner une solution à travers Devifacture. Donc tout ça, ça s'organise. Donc on veut rien brusquer dans le processus des choses. Mais en effet, aujourd'hui, si vous avez besoin de mettre en place des factures à travers votre dossier de production, le choix qu'il faut que vous fassiez, c'est vraiment d'orienter votre organisation à travers Devifacture. Exact. Sachant que devis facture avec l'arrivée de la... Mais de toute façon, au prochain webinaire, on va vous illustrer un peu plus la roadmap. Devis facture est en train de prendre une grande ampleur grâce à la facture électronique aussi, la réforme 2024. Donc, on va avoir plus de... on va avoir plus de profondeur fonctionnelle sur Devifac, notamment sur les suivis de factures. Donc voilà, donc c'est en cours de préparation et effectivement, pour conclure, c'est vraiment, oui, ça, enfin, on va vers une direction très devis facture connectée à Loop plutôt que le module de facturation natif de Loop. Est-ce que tu as retrouvé le partage à ton PowerPoint Trader? Ouais, c'est bon? Oui, c'est tout Ouais. bon. Je vais vous remettre. De toute façon, je pense qu'on a fini. S'il y avait plus de questions, parce que j'essaie de retrouver les Non, il questions. n'y a plus de questions là. Je pense qu'on Ok, a. très bien. Il est 15h20, on a 10 minutes d'avance. Pour rappel, évidemment, il y a toujours les formations gratuites par Victor et Franck tous les mois. Je vous remettrai les deux liens suivants que vous puissiez vous inscrire. Et moi et Cyril, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler Roadmap 2023 qui sera bien avancé, bien finalisé et pour vous présenter un peu les nouveautés. D'ici là, je vous souhaite de vous porter bien. Surtout si vous avez envie d'avoir la nouvelle version en bêta, faut pas hésiter à consulter vos CSM et ou nous en faire part, me faire part. Je mettrai mon mail sur la discussion. Et sinon, d'ici là, je vous souhaite un très très bel après-midi, un bon week-end. Merci à Merci, bonne tous. journée à tous. Bonne journée. Hop, je vous mets ça. Application. Au revoir.